Merci. Donc, voilà, comme je disais, il y a énormément de choses à dire sur la diététique du patient diabétique. Énormément facile de donner des recommandations. Les recommandations sont posées par des instances internationales, mais aussi par des instances qui ont fait leurs preuves au niveau national. Toutefois, la problématique principale, c'est de les mettre en œuvre et de réussir à accompagner le patient diabétique à réaliser ses objectifs. Alors, la première, c'est quoi les objectifs de cette prise en charge? C'est d'abord de contrôler le poids, de maintenir une glycémie stable et normale, mais aussi de prévenir et de contrôler les facteurs de risque cardiovasculaire qui peuvent être associés. En fait, donc, c'est ça, plus ou moins là, le principe et les objectifs à atteindre avec un diabétique. Alors, tout commence, au fait, ces objectifs ont des actions imbriquées les unes des autres, donc je ne vais pas les détailler chacun, mais je vais parler de tout et finalement, on va atteindre les objectifs avec toutes ces recommandations. Alors, la première chose sur laquelle j'aimerais insister, c'est l'évaluation nutritionnelle. L'évaluation nutritionnelle, pas seulement chez le diabétique, mais elle doit intégrer l'examen physique systématique chez tout patient. On sait très bien que, comme ça a été décrit par les intervenants qui m'ont précédé, c'est que le diabète, il faut d'abord le prévenir, aussi bien que les autres pathologies, les autres pathologies chroniques liées c'est-à-dire c'est-à-dire à la composition corporelle et à un excès de gras ou à l'obésité. Donc cette évaluation, elle va d'abord permettre de fixer ces objectifs parce qu'à travers cette évaluation, ça va d'abord, souvent le diabétique, il est au moins en surpoids, au moins. Mais de toutes les manières, ça va nous permettre, et même dans le suivi, d'adapter notre prise en charge nutritionnelle ou diététique ou même thérapeutique selon l'état nutritionnel du patient. Donc, on va fixer les objectifs et on va mettre en place un plan nutritionnel qui est adapté aux patients. Alors, d'abord, cette évaluation nutritionnelle, on peut la faire par l'IMC, bien sûr, mais ce qui serait intéressant, c'est d'associer une mesure toute simple qui est le tour de taille, puisqu'on sait que c'est là l'obésité abdominale qui pose vraiment problème, et surtout si on peut calculer ce rapport taille-tour de hanche, puisque c'est vraiment le facteur de risque cardiovasculaire qui peut être associé, honnêtement associé au diabète, compliqué encore plus, et aussi on l'a vu dans la présentation précédente que ça a aussi affecté l'évolution de la COVID et que peut-être dans le futur, on va découvrir d'autres choses en la concernant. Donc, on va avoir une obésité associée et cette obésité, c'est elle qui va entraîner la résistance à l'insuline. Et ce qu'on sait, que c'est la perte de 5 à 10% du poids va améliorer de manière significative la situation du diabète. Donc seulement 10% déjà, c'est un objectif avec le patient diabétique obèse. Donc l'obésité abdominale, comme je l'ai dit, c'est elle qui va impacter le risque cardiovasculaire. Et donc cette prise en charge va dépendre du degré de l'obésité. Alors, maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la théorie à la pratique, il y a énormément de choses à réaliser. Parce qu'avoir un diabétique obèse en face, qui souffre d'obésité, désolé pour le terme, qui souffre d'obésité, et qui est en face, eh ben, pour le convaincre, d'abord, je dois maîtriser ce qu'on appelle l'entretien motivationnel, c'est-à-dire comment motiver ce patient
déjà qui vient avec il vient de découvrir une maladie qui pour lui, elle est très grave, chronique, avec toutes les complications qui l'attendent, et de lui dire aussi de changer de comportement. Donc pour cela, la prise en charge, il faut d'abord diagnostiquer cette obésité, d'où elle vient, et pour cela, il faut parfois avoir recours à vraiment des spécialistes pour savoir s'il y a des troubles du comportement alimentaire, s'il y a des troubles psychologiques associés, des troubles endocrinologiques, et je pense que là, donc c'est un panel qui est parfois constitué de plusieurs disciplines qui seront là pour prendre en charge le diabétique. Et d'ailleurs, les hautes autorités sanitaires qui recommandent les centres de prise en charge intégrés de ces patients-là. Donc, toujours on est dans ces objectifs, donc on va améliorer, c'est-à-dire améliorer la glycémie, mais aussi, et c'est là la difficulté, parce que chez un patient en obésité, on va prescrire une diète, mais qui sera quelque part permissive, tout en étant restrictive quelque part. Mais pour un diabétique, il faut être vraiment très plus ou moins strict, euh, parce que en plus de la glycémie, il faut s'occuper aussi de la cholestérolémie et de la tension artérielle, parce qu'il faut éviter l'association de cette bombe à retardement qui est l'association de l'hypertension artérielle, l'hypercholestérolémie, qui aggrave le risque cardiovasculaire. Donc, il faut aussi, bien sûr, cette diète, elle va fournir de l'énergie et les nutriments, mais elle va aussi permettre de prévenir les complications et de garantir une qualité de vie, parce qu'aujourd'hui, on ne parle pas seulement de rallongement de vie, de l'espérance de vie, mais on parle de dans quelle qualité de vie on rallonge cette espérance de vie. Alors, cette prise en charge, d'abord, il y a eu plusieurs passages avant d'arriver à cette décision que la diète, elle doit être quand même, pour un diabétique en situation d'obèse, d'être en diète hypocalorique, et elle est pauvre en glucides et pauvre en gras. Et il faut privilégier les protéines. Donc, c'est-à-dire que dans cette diète, il faut vraiment être très particulier avec le patient. Donc, bien sûr, il faut éviter les pics d'hyperglycémie, mais aussi faire attention aux hypoglycémies qui peuvent être vraiment fatales chez le patient diabétique. On sait que les hypoglycémies, c'est encore plus grave que l'hyperglycémie. Et il faut bien sûr avoir les quatre petits repas. Donc, il faut manger 4 petits repas, mais il faut aussi insister sur le fait que pour prendre le repas, il faut le prendre calmement, doucement, bien mâché, c'est-à-dire la manière de prendre le repas est très importante. C'est ce qui va permettre au cerveau de saisir la satiété lors de la prise du repas. Et bien mâché, c'est un moyen de sentir cette satiété. Éviter les aliments sucrés, c'est-à-dire tout ce qui est sucre rajouté, il faut le bannir, il faut le retirer. On va voir peut-être que parfois on va permettre, selon les cas, on peut permettre des substances pour quelques patients, le temps d'arriver à vraiment l'éducation nutritionnelle proprement dite. Les protéines, il faut les prendre à chaque repas. Le patient, comme je l'ai dit, puisqu'on va donner un régime hypocalorique, pauvre en glucides et pauvre en graisses. Donc, on va un peu privilégier les protéines, mais on va voir quel type de protéines il faut privilégier pour respecter l'état de santé du patient. Les féculents, il faut les prendre 1 à 2 fois, mais là aussi, il va falloir choisir quel féculent, et même le mode de cuisson, il faut c'est-à-dire bien l'expliquer aux patients, parce qu'on parle d'indice glycémique ou de charge glycémique qui dépend énormément du mode de cuisson, et même par exemple les
les pâtes, quand on les prépare, si elles sont trop cuites, elles sont bien sûr, elles ont un index glycémique élevé. Et puis, si on les consomme froids, comme, c'est-à-dire on les laisse refroidir un peu, elles vont baisser leur index glycémique. Et ça, c'est vraiment la spécialité des diététiciens qui vont bien expliquer le mode de cuisson aux patients, avec de préférable des ateliers culinaires qui peuvent aider le patient à saisir la manière dans laquelle il va consommer l'aliment. Bien sûr, les légumes sont libres, quoique parfois on parle d'aliments avec un index glycémique élevé, mais malgré tout, reste consommer avec leurs fibres va permettre la diminution de l'absorption du sucre et donc cette charge glycémique, elle sera faible. Donc, pour les féculents, il vaut mieux consommer des féculents complets, c'est-à-dire le pain complet avec les fibres. Il faut savoir que les fibres, elles vont diminuer l'absorption du sucre de ces aliments-là. D'ailleurs, il y a dans cet exemple, comme vous le voyez, cet étiquetage. Alors, si on voit les glucides, on en a 33, mais on voit 6 de fibres. Donc, si on réduit les 33 de 6, ça va nous faire 27. Seulement 27 de ces glucides sera absorbé et va impacter, la glycémie. Donc, plus on consomme des aliments avec des fibres, moins on va impacter la glycémie. Donc, ça, c'est un point très important à prendre en considération aussi. Alors, toujours, bien sûr, là, je vous ai mis ces tableaux-là parce que les Canadiens sont arrivés à constituer des guides avec ce qu'on appelle les échanges, c'est-à-dire chaque chose par quoi on peut l'échanger, les équivalences, plus ou moins. Et donc, pour chaque portion, on va déterminer, c'est-à-dire quelle est l'apport en bien sûr protéines, en glucides et donc des tableaux d'échange, chaque portion par quoi on définit d'abord la portion et chaque portion combien elle va nous donner d'échange, comment est-ce qu'on peut l'échanger. Alors, pour les fruits, bien sûr, les fruits restent un bon allié parce qu'ils apportent beaucoup de vitamines, beaucoup de sels minéraux aussi, et c'est très important pour le patient diabétique de les consommer, sauf que bien sûr le mode de consommation et le rythme de consommation doit être vraiment très contrôlé, c'est-à-dire que le patient diabétique ne doit pas dépasser un fruit et demi par jour, et ça dépend toujours il faut bien sûr choisir les fruits qui sont avec un index glycémique ou une charge glycémique moins importante. Maintenant, les fruits, il faut les consommer crus parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, là aussi, il y a l'avantage des fibres des fruits qui vont diminuer l'absorption du sucre et qu'il faut prendre les fruits de saison. Et dans les fruits, il faut éviter les fruits trop mûrs qui peuvent avoir aussi, comme par exemple la banane qui, quand elle est très mûre, elle augmente énormément, qui impacte énormément la glycémie. Donc voilà, par rapport aux fruits. Par rapport aux légumes, là aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut dire qu'il y a, par exemple, les carottes, elles ont un index glycémique, c'est-à-dire elles ont un index glycémique très élevé par rapport aux autres, par exemple, par rapport aux poivrons, mais finalement, les fibres des carottes vont diminuer sa charge glycémique et donc, quand même, il faut privilégier les légumes chez le diabétique. Alors, les produits laitiers et les substituts sont très importants d'abord pour le rapport en protéines, et on sait qu'on va privilégier les protéines chez ce patient, mais en même temps, elles vont apporter du calcium et surtout de la vitamine D. Et il y a eu énormément d'avancées concernant la vitamine D et surtout en cette période de pandémie, surtout chez les personnes à risque comme les sujets âgés et les sujets diabétiques et les sujets obèses où la vitamine D a vraiment sa place. Toutefois, il faut faire attention
au grain. Donc, on va privilégier surtout, alors pour le lait, on va privilégier bien sûr les produits écrémés, le lait écrémé ou semi-écrémé. Par contre, pour le reste des aliments, des produits laitiers, le yaourt, il faut faire attention à l'étiquetage parce que parfois, pas beaucoup de gras, mais les calories peuvent être, il faut en même temps contrôler les calories avec les, euh, les, euh, les calories avec le taux de lipides. Donc, il faut vraiment être dans le respect des deux, les calories et les lipides. Par contre, pour le lait, généralement, le lait écrémé, quand il est moins de gras, il contient moins d'énergie, il apporte. Alors, les viandes, c'est l'apport principal de protéines. Euh, Par contre, il faut privilégier certaines protéines qui sont très utiles. Le poisson, essentiellement les poissons qui sont riches en oméga, en acides gras, c'est-à-dire utiles les oméga 3, comme la sardine, on va consommer, selon bien sûr les moyens, la sardine est excellente, mais bien sûr, si on peut avoir aussi du saumon ou le reste, pourquoi pas, oui. Il faut alterner aussi avec, de préférence, la viande blanche de volaille parce qu'il y a moins de gras et les viandes rouges dégraissées viennent en troisième position. L'œuf aussi peut être consommé, mais à condition qu'il soit consommé soit à la coque, soit l'œuf dur pour éviter le gras rajouté. Alors, pour les matières grasses, là, vraiment, un grand attention, vraiment attention, parce que c'est là où je vous ai dit, il y a la prise en charge, les objectifs sont imbriqués les unes dans les autres. Les matières grasses, la qualité de la matière grasse qu'on va consommer, la quantité et la qualité vont non seulement nous aider à contrôler l'obésité si elle existe ou le surpoids, mais aussi elle va permettre de contrôler l'hypercholestérolémie qui est c'est-à-dire l'objectif, et ça c'est important d'interpréter la cholestérolémie selon l'interrogatoire, et c'est pour ça que j'ai dit, c'est important de prendre les mesures et l'évaluation nutritionnelle, parce que le risque cardiovasculaire il est avec le taux de LDL cholestérol est différent selon l'existence ou pas et le nombre de facteurs de risque associés. Donc déjà, si j'ai un patient qui est inactif et qui fume et qui est diabétique, ben, la cholestérolémie, déjà, il a 3 facteurs de risque. Donc là, la cholestérolémie, elle ne doit pas dépasser le 1,3. C'est important de prendre en considération les facteurs de risque pour interpréter la cholestérolémie. Et là, vraiment, c'est un challenge. Alors, là, toujours dans le contrôle des facteurs de risque cardiovasculaire pour les éviter, le sel chez le diabétique, c'est exactement, c'est-à-dire c'est aussi un aliment à consommer avec beaucoup de modération. Donc, même si le diabétique n'est pas hypertendu, il doit réduire la consommation de sel, c'est-à-dire il ne doit pas dépasser les 6 grammes par jour parce que ça peut entraîner, aggraver son état vasculaire et donc développer plus facilement une hypertension artérielle. Et on le sait, ce qu'on craint chez le diabétique, en plus de toutes les complications dont vous avez parlé, mais sur le plan c'est-à-dire maladie chronique associée, on craint toujours l'association diabète et hypertension artérielle. Donc, en prenant en charge le patient diabétique avec ou sans obésité, il faut faire attention à l'hypercholestérolémie, il faut faire attention
aussi à la prise de sel, c'est-à-dire à l'hypertension artérielle. Donc, ça, c'est par rapport à la nutrition. Tout à l'heure, je vous ai dit que parfois, il y a des substituts qui sont reconnus et autorisés par les autorités sanitaires. Ces substituts qui n'apportent pas d'énergie, mais qui peuvent être utilisés au début, mais tout au début, parce que pour moi, c'est bien de les utiliser chez le patient qui a le goût, qui aime le goût sucré, et généralement, c'est le problème. Mais on va l'utiliser au début juste pour atteindre le temps de démarrer l'éducation nutritionnelle et de réduire petit à petit la consommation de sucre. Donc, il ne va pas remplacer le sucre comme dans notre alimentation normale, mais on va juste dépasser un cap où le patient va s'habituer au manque de sucre. Donc, et vraiment, il faut l'intégrer parfois quand on a une résistance et une réticence de la part du patient, parce que chaque patient est unique et il n'y a pas de prise en charge standard. Le patient, chaque diabétique est un cas. Il faut vraiment prendre le temps C'est moi qui ai mangé 2. Pardon? J'ai dépassé le temps? Professeur Belkhadir, je suis dans les temps? Oui, si vous pouvez continuer, s'il vous plaît. Voilà. Je pense qu'il y a que... Oui, voilà. Allez-y. Alors, non, je suis à presque l'avant-dernière slide. Ah, Donc, on a parlé de cette diète, mais il faut dire que beaucoup d'articles parlent de l'activité physique et son rôle dans le contrôle de la glycémie. Donc, toutes ces mesures dont on a parlé, il faut les mettre en place tout en accompagnant le patient pour son activité physique, qui doit être une prescription médicale. Il a beaucoup de facteurs de risque. On ne peut pas lui donner l'activité physique comme ça. Et je finis par l'eau. Et l'eau, c'est l'accompagnement, c'est-à-dire que le patient diabétique doit avoir, ils ont toujours cette contrainte de la polyurie, surtout chez les femmes qui ne trouvent pas, je suis désolée de le dire, qui ne trouvent pas des toilettes dans les lieux publics et qui se font des restrictions hydriques. Ça, c'est un grand problème. Il faut aider ces patients à comment boire et quand boire de l'eau pour arriver à 1,5 litre dans la journée. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que j'ai répondu à vos objectifs.